Et je me souviens d'une anecdote qui m'a vraiment choquée, c'est qu'au moment où j'ai mis une annonce sur Instagram en disant « Coucou, je cherche une pianiste femme pour mon projet, si vous en connaissez ou que vous en êtes une vous-même, envoyez-moi un DM ». Et j'avais reçu, je te jure, sans blague, au moins 10 messages de mecs. Hello, bienvenue dans le Clo-Clo Club. Moi c'est Chloé et chaque semaine j'aborde des sujets qui me tiennent à cœur en solo ou avec des invités. Et cette semaine j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Nala. C'est vraiment une invitée de qualité, je suis très contente qu'elle ait accepté mon invitation. Ensemble on a évidemment parlé de musique. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, vous allez voir, ça fait totalement sens. On a parlé de son expérience sur Twitch et sur YouTube en tant que femme. Et elle m'a expliqué pourquoi on ne pouvait pas jouer de la trompette tant qu'on n'avait pas perdu ses dents de lait. C'est hyper spécifique. Ah, et tendez bien l'oreille parce qu'il y a une petite exclue qui s'est glissée au milieu de tout ça. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu à enregistrer. C'était vraiment trop cool. Je vous invite d'ores et déjà à aller découvrir le travail de Nala, aller écouter ses sons, aller la voir en concert, soutenez-la sur Twitch, ça vaut vraiment le détour. Et si jamais l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à me laisser 5 étoiles et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bonne écoute. Ah ouais, non mais alors ça c'est la vraie sororité, tu vois. Genre un partage de clés pour les pieds. Ah non mais là c'est idéal. Salut Nala. Salut. Je suis très contente de te recevoir dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeuristes qui ne te connaissent pas encore ? Tout à fait. Alors je m'appelle Nala, comme dans le Roi Lion, mais avec 2 L. Je suis chanteuse, songwriter, comme on dit aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment trop de mots en français. Enfin, lyriciste, écriveur de chansons. Bref, songwriter. Compositrice. Donc ça, c'est pour tout ce qui est musique. Enfin, musicienne aussi, instrumentiste. Et après, voilà, j'officie sur les internets depuis quelques temps en tant que créatrice de contenu musical, streameuse et c'est tout. Et c'est déjà bien, je crois. T'as des journées bien remplies, ouais. Oui. Pour commencer, j'aime bien donner en fait une petite citation à mes invités. Okay. C'est une citation à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé à eux. Mm-hmm. Toi, il y en a 2. Ok. Donc, je vais te les donner, une à une. Tu vas les lire et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Ok. Déjà la première. Ok. Oh, j'adore les petits papiers et tout. Moi, je préfère rester toute seule de Laurie, toute seule. Waouh. Cette chanson, c'est vraiment une grosse partie de mon enfance. Et surtout... à ton actualité aussi. Et surtout à mon actualité, c'est vrai. Il se trouve qu'il y a quelque temps, j'ai chanté cette chanson toute seule devant Laurie, en plateau pour une émission de Arte Concert. Pour Laserdisc, si pour Laserdisc, exactement. Ouais. Et c'était... je crois que c'est un des moments qui m'a fait le plus stresser de toute l'année. Parce que j'avais hâte de rencontrer Laurie et que j'étais très intimidée, vraiment. C'est une personne que je trouve tellement classe et iconique. J'avais très envie de faire du bon travail et qu'elle soit fière de moi. Je sais pas pourquoi, tu vois, c'est la petite fille qui voulait que la star soit fière d'elle. C'est une génération, en fait. Ouais. Enfin... Je sais pas, t'as quel âge? 28, j'ai 29? Vraiment l'âge d'avoir écouté Laurie quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Bon, bah oui, on a écouté Laurie en primaire, quoi. 28, moi, tu vois, donc vraiment, on était là, genre, en plein dedans, ouais. Puis c'est marrant parce que c'est une chanson qui m'a vraiment... Tout le monde se souvient d'autres chansons. Souvent, quand on parle de Laurie, il y a d'autres titres qui reviennent. Ta meilleure amie, tout ça. Mais qui sont devenus un peu des mèmes aussi, à force. Oui. Tu vois, ça y est, c'est le week-end. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et moi, c'est toute seule, quoi. Mais c'est vraiment ma chanson, quoi. Moi, je faisais des chorés dessus. Oui, bien sûr. La choré, officiellement. Mais voilà. Oui, mais aussi, putain, mais est-ce que ce serait pas aussi l'arrivée un peu en cheval de Troie du féminisme, qui est un peu ce truc de... si les mecs sont des donjons, si les mecs sont des fake princes charmants, comme elle le dit. Si je les vois arriver en mode charo, je peux pas rester toute seule. Ouais. C'est le message. Mais, et en vrai, à l'époque, je comprenais pas trop. Je me disais, waouh, c'est trop indépendante, elle est trop stylée. Mais j'ai mis, des milliards d'années avant de comprendre là où elle voulait en venir, quoi. Enfin, c'est une chose de le comprendre théoriquement, de vraiment se l'appliquer à soi dans la vie et tout, c'est rien à voir, quoi. Donc voilà. Et la deuxième citation. J'adore, c'est tellement... And I made up my mind to define my own destiny. Ça, c'est Lauryn Hill, The Miseducation.
J'étais obligée d'avoir de Laurie. Ouais, Laurie et Laurine. Voilà, dans l'histoire. Incroyable. Parce que c'est quand même deux figures importantes pour toi, si je ne me trompe. Ah, c'est vrai, Lauryn Hill, c'est plus... Elle est quand même plus lointaine, en vrai. Mais t'es passée de l'une à l'autre finalement oui, aussi c'est dans vrai. ta musique. J'avoue que je les ai choisis pour ça. Pour moi, c'était un petit peu ton parcours d'une Laurie à une Laurine, tu vois. Ouais, c'est vrai. Un petit peu ça. Bah, c'est vrai qu'on peut pas nier le fait que Laurie a eu une image très lisse et très façonnée par les gens de sa maison de disques, je crois. Et Lauryn Hill vient d'ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'elle a enfoncé les portes qu'elle pouvait pas ouvrir de manière classique. Et quand elle pouvait pas rentrer, elle passait par la fenêtre, quoi. Je pense que c'est ce genre de profil où une femme noire aux États-Unis dans les années 90, c'était quand même pas gagné. Et elle avait du talent, mais je pense que ce qui l'a fait percer, c'est aussi son... J'allais dire son bagou, ouais, mais j'ai quel âge c'est aussi son franc-parler ouais, et son caractère. Ouais, son caractère. Elle a un tempérament quand même assez ouf. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, avoir les idées claires et surtout être prêt à en découdre, c'était pas trop, j'allais dire, c'était pas trop la philosophie de Laurie. Peut-être pas, enfin c'est pas ce qu'elle prônait, quoi, mais c'est aussi une culture très afro-américaine, hyper marquée en fait, tu vois, en termes de code. Tout à fait. Et moi j'ai pas du tout été élevée comme ça. Ça a été une deuxième école, quoi, un second apprentissage. Moi j'ai été élevée par une mère qui me disait plutôt de pas faire trop de bruit et de faire attention à moi et que bon, en fait, je veux pas, enfin moi j'adore ma mère et je lui reproche zéro, enfin rien du tout. Juste là il faut qu'elle bouge ses oreilles pendant les 5 minutes. Vraiment, ça me bouge les oreilles. Non, c'est faux. Non, mais évidemment on n'était pas du tout déconstruits à cette époque, et donc du coup ma mère elle me disait si t'arrive un truc, enfin elle me disait pas c'est ta faute, mais en gros elle me disait fais gaffe. Ouais. Et c'est bien aussi, je trouve, en fait, d'une certaine manière, quoi. Mais c'est sûr qu'elle m'a pas élevée en me disant, tu sais, ces affirmations américaines en mode genre, je suis belle, je suis forte, je peux faire ce que je veux si je m'y... Tu vois, non, jamais de la vie, quoi. C'était vraiment genre, tu travailles en silence, fais un peu attention. Et évidemment, moi, ma personnalité débordait, vu que j'étais très excentrique et que je voulais m'habiller de toutes les couleurs et être... voilà. Et je crois qu'elle aurait préféré que je sois un peu plus classe, un peu plus posée, organisée. Mais bon, ça va, elle est pas trop déçue de ce que je suis devenue, j'espère. T'as commencé la musique à quel âge ? J'ai commencé à 6 ans, je crois que c'est l'âge... J'allais dire l'âge légal. L'âge légal. C'est lui où t'arrêtes de toucher à juste plein d'instruments et on te demande de commencer à te spécialiser. Ouais, au conservatoire, je crois que tu peux pas trop avant. Ça dépend des classes, ça dépend de l'instrument que tu choisis, parce qu'il y a des instruments que tu peux pas commencer, c'est très fun fact, un peu mignon, des instruments que tu peux pas choisir tant que t'as pas tes dents définitives. C'est pour ça que je dis 7 ans, tu vois, 6-7 ans, notamment pour les instruments qui ont des embouchures, tu vois, la trompette, tout ça. S'il y a des dents qui tombent ou qu'il te manque des dents, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, les instruments à hanches aussi, je crois. Ouais, et puis je me dis des instruments qui sont juste trop grands pour un enfant d'un certain âge. Oui, c'est vrai. Mais il y a des petits instruments. Ouais. Il y a des customs pour les enfants. Je pensais à la viole de gambe, où c'est hyper spécifique. Ouais. Parce que dans ma famille, j'ai ma marraine qui, elle, fait de la viole de gambe. C'est vrai. Niveau professionnel. Mais c'est incroyable. Et en fait, j'ai toujours été fascinée par la taille de ces instruments. Ouais. Mais petite, le truc fait ma taille. Ouais, c'est assez impressionnant à prendre en main, quoi. C'est incroyable, j'ai fait de la viole de gambe. C'est vrai ? Ouais, au conservatoire. Non, mais c'est ouf parce que personne me parle jamais de cet instrument. J'adore. C'était mon second instrument, du coup, au conservatoire. T'as commencé par quoi, piano ? J'ai commencé par la flûte traversière. Oh, ok. Parce que j'étais une petite fille qui voulait faire des petits bruits d'oiseaux. Le côté mignon. Voilà. Et que j'étais pas épaisse, donc du coup, la flûte traversière, je me disais, ça va, ce sera pas trop lourd pour moi à porter pour aller en cours. Voilà. J'ai fait ça aussi longtemps que j'ai pu, mais en fait, ça n'a jamais été ma passion, quoi. Je pense que c'était une très bonne porte d'entrée pour le conservatoire, apprendre tout ça et tout, mais après, très vite, je me suis dit, bon, c'est pas ça ma grande passion. Et ça se passait comment au conservatoire pour une petite fille ?
J'adorerais avoir l'image dans ces moments-là dans le podcast. Vraiment, vous ratez un truc. Si, c'était bien. Moi, je vais pas mentir, c'était mon rêve, tu vois. C'était la transposition de Undo Stress pour moi, le conservatoire, tu vois. Mais non, c'était cool. En fait, je crois que le milieu de la musique classique est un peu moins mon milieu et ressemblait un peu moins à ma personnalité. Et il y avait une forme de rigueur, je pense, qui est pas très plaisante quand t'es enfant. Et en même temps, aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante qu'on m'ait un peu poussée, un peu forcée et tout. Parce qu'il faut savoir que moi, j'étais depuis toute jeune, dans une classe à horaire aménagé, ce qui fait que j'allais à l'école le matin et au conservatoire l'après-midi. Donc, j'en ai bouffé du solfège. C'est à partir de quel âge que tu commences à pouvoir te diversifier en termes d'apprentissage, tu vois, de styles musicaux ? Ah, intéressant. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, quand t'es petit, que tu commences, tout le monde est au classique pour avoir les bases. Ouais. Mais que tu peux commencer à te diversifier hyper tard et encore pas partout, quoi. Bah en fait, tous les chemins sont possibles, quoi. Tout dépend de ton envie, je pense. Moi, par exemple, quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à écouter Avril Lavigne, donc du coup, je voulais une guitare électrique. Ouais. Donc du coup, j'apprenais toute seule dans ma chambre et c'était un truc parallèle au conservatoire. Oui, c'est ça, tu développais toi de ton côté. Ouais, voilà ça. Mais comme j'avais les connaissances que j'avais acquises au conservatoire, je les recyclais pour le rock, tu vois. Et après, un peu plus tard, j'ai commencé à écouter un peu plus de jazz. Tout réside dans le fait que le conservatoire te dispense quand même un enseignement qui est très carré, très institutionnalisé. Donc du coup, c'est pratique, t'as des degrés, t'as des examens, t'as des diplômes. C'est rassurant pour les parents. Et il n'y a pas ça aussi à un aussi jeune âge pour le rock. Oui, et puis le rock, en termes de genre musical, ça c'est vraiment construit en opposition à tout ça aussi. C'est vrai. Et aussi, je pense, parce que c'est très américain. Ouais. Et que nous, on est en Europe. Et en Europe, c'est la musique classique parce que c'est nous qui avons inventé ça, en fait. Anglo-saxon, tu vois, je me dis en Angleterre, mais c'était très associé justement au punk. Par la suite, ça a donné les punks, ça a donné toujours les marginaux, pas dans les codes, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que là, c'est l'école des codes, quoi. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a un département de jazz qui s'est ouvert pile au moment où j'ai commencé à aimer le jazz. Comment tu t'es intéressée au jazz ? Parce que c'est pas le truc, tu vois, qui te tombe dessus toute seule comme ça. C'est ma mère qui m'a emmenée à un concert et moi je voulais pas du tout y aller. Et elle m'a un peu forcé la main. Et je suis arrivée hyper désintéressée et je suis repartie avec des étoiles dans les yeux. Voilà. La première chanteuse de jazz que j'ai entendue, elle s'appelait Robin McKell. Et elle était blanche. Voilà. Donc peut-être il y a eu aussi une forme de représentation d'identification qui a fait que je me suis pas tout de suite dit en tant que... J'ai compris plus tard cet enjeu de le jazz c'est quand même une musique noire, quoi. Mais ouais, c'est seulement plus tard que je me suis diversifiée dans mes écoutes, dans mon approche au jazz et que j'ai compris que waouh, en fait c'était une musique très sociale, très revendicatrice et très... c'est un mouvement, quoi. Ouais, très, voilà, musique, Tout à fait. Et donc du coup, c'est plus tard que j'ai écouté d'autres chansons, mais j'ai commencé par cette femme, Robin McKell. Ça t'a permis d'avoir un rôle modèle finalement ? Enfin, tu vois, côté identification, de te dire, ok, il y a des chanteuses où je peux me projeter un petit peu, mais est-ce qu'il y en a d'autres, ou même des musiciens qui t'ont inspiré aussi dans ton parcours ? Ouais, de toute façon, moi, il me fallait juste des femmes, hein. Il me fallait juste... Enfin, tu vois, non mais en vrai, tu sais quoi ? Meuf, ouais, je comprends. Non mais c'est fou parce que... en fait, moi aussi, je parle de mon point de vue de blanche. Donc, en fait, une blanche, ça m'inspirait. Une noire, ça m'inspirait. Je pense que c'est pas du tout pareil du point de vue d'une petite fille noire qui tu vois... Mais c'est ça qui est intéressant aussi sur ce genre de musique, en fait. Ouais. Le fait que ce soit autant, ce que tu disais, politiquement et socialement engagé et fort en termes de représentation pour une communauté qui en a besoin. Que toi, évidemment, tu peux te l'approprier, mais en termes de ressenti ou de juste te faire ta place, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas les mêmes enjeux. Moi, ça va se retrouver plus dans les genres, les chansons. Par exemple, donc, dans le jazz, ça fonctionne avec des standards. Donc, t'as des chansons que tout le monde reprend tout le temps. Et il y a des chansons plus politisées que d'autres.
dans les textes, et moi il y a des chansons que je choisis délibérément de ne pas interpréter. Parce que j'estime que le texte, c'est pas à moi de l'incarner. Le texte, il raconte pas mon histoire. Tu le texte, pas, quoi. ouais. C'est, et je le fais avec tout le respect du monde, hein. C'est vraiment genre, je pense que je suis pas la voix pour ça et que je ferai pas un travail intéressant, tu vois. A contrario, et puis surtout, ça va, il reste 3 milliards d'autres chansons, non, en fait, donc c'est ça, pas un gros sacrifice, ouais. tu vois. Mais a contrario, quand il y a une chanson avec une histoire de cœur brisé parce que le mec t'a trompé et que moi on m'a trompé, bah, j'y vais parce que en fait, je sens que je peux donner un truc intéressant en termes d'interprétation, vu que je sais de quoi je parle, quoi. T'as toujours voulu être chanteuse / musicienne / couteau suisse de la musique ? Toujours. Quand j'avais pas encore mis les pieds au conservatoire, mes parents me disaient que qu'est-ce que je leur avais dit une fois, que je voulais être piscineuse, apparemment, parce que j'aimais bien aller à la piscine. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que ça paye bien piscineuse. Bah ouais, piscineuse. Je vois pas trop tu vois ce que ça peut être comme métier, mais juste tu m'as pas pisciniste, qui va dans genre les... juste tu vas à la piscine, moi tu je vais à la piscine. Ouais, je teste les piscine professionnelle. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien. Je crois que j'ai dit ça à mes parents très jeunes. Ils se sont dit non, on va la mettre comme aménagée. Je sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Mais sinon, ouais, non. Ouais. Mais quand j'étais petite, j'alignais des chaises dans le jardin pour faire des spectacles à mes parents et à mes grands-parents et tout. Ah ouais, non, vraiment la honte, quoi. Ah non, mais donc, non, c'est trop bien. Ok, donc tes parents, en fait, t'ont jamais mis de frein non plus par rapport à cette idée. La chance que j'ai, c'est que mes parents sont tous les deux musiciens professionnels. Ok. Donc du ça coup, change tout. Ça change tout. Et donc ils savaient que c'était possible, donc ils en ont jamais douté, quoi. Ouais, et puis surtout ils ont été d'un soutien sans faille, quoi. Vraiment, je crois qu'ils sont venus au plus de concerts possibles depuis que j'ai commencé à chanter sur scène. Et ça, c'est game changer, tu vois. C'est un ticket loto gagnant, quoi. Oui, donc t'as baigné là-dedans vraiment à 100%, même à la maison, pas que à l'école, quoi. Ouais, tout à fait. Donc oui, ils m'aidaient, même au conservatoire, tu vois, quand j'étudiais. Le soir, je rentrais et mes parents, des fois, me faisaient travailler. Tu vois, il y a ce truc aussi de tu travailles au conservatoire, tu rentres chez toi, tu retravailles avec tes parents, genre une vraie séance où ils te font répéter et tout, voilà, quoi. Donc, ouais, j'ai eu de la chance. Après, j'allais dire, c'est des nobody, tu vois. Enfin, c'est personne dans l'industrie, donc ils m'ont pas... voilà, mais non, j'estime que c'est quand même déjà... En fait. Tout à fait. Transmettre une passion et une rigueur, tu vois, c'est déjà énorme. Enfin... Ouais, c'est vrai. Mais justement, comment après, voilà, t'as ta petite caisse à outils, t'as les instruments qui t'intéressent, t'as le genre musical aussi qui commence à t'intéresser un peu plus que d'autres, en l'occurrence le jazz pour commencer. Ouais. C'est quoi ensuite le parcours, tu vois, t'as fait des études là-dedans, tu t'es lancée directement. Ça a été quoi un petit peu tes pistes, justement, en tant que personne qui n'avait pas de contact dans l'industrie de la musique dont on va parler juste après, parce que... aussi, je pense que ça peut être intéressant. Grave. Bah, j'ai essayé de faire des études, mais c'était ce qu'on appelle un échec cuisant, hein, parce que je suis pas du tout scolaire. J'aime pas ça, j'aime pas les bulletins, j'aime pas les notes. C'était quoi comme étude en plus ? J'ai essayé... la seule matière dans laquelle j'avais la moyenne à l'école, c'était l'anglais. T'as fait LEA ? J'ai fait LLCE. En même temps, en fait, ce qui est marrant, c'est que évidemment que j'étais forte en anglais parce que comme je voulais devenir une pop star, évidemment que j'allais aller aux États-Unis, évidemment qu'il allait falloir que je parle anglais. Tu t'investissais, quoi. Ouais. Bah bien sûr. Quand t'as un vrai... Et c'est là où je me suis dit, c'est cool, quoi. Quand t'es vraiment sûr de toi et que t'as un rêve et que t'as un but... c'est assez clair la manière avec laquelle tu distribues ton attention, ton temps, ton envie, quoi. Donc du coup, moi c'était l'anglais, quoi. Moi je voulais, mais même très jeune, je crois que vers 15-16 ans, je savais déjà parler anglais, quoi. Et en même temps, du coup, t'avais pas particulièrement de syndrome de l'imposteur, je me dis, pour te donner les moyens comme ça. Parce que c'est un peu quelque chose qui peut freiner d'autres personnes, je pense, à justement développer certaines compétences, c'est de se dire, est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je suis légitime ? Mais le syndrome de l'imposteur, moi j'ai l'impression qu'il arrive bien plus tard. C'est quand vrai ? t'es confronté au regard des autres et aux commentaires sur internet, ou blablabla. En réalité, moi à cet âge-là, il n'y a pas d'imposteur. Je travaille, je fais mon truc. Mais bon voilà, donc j'ai essayé de faire des études. J'ai tenu 4 mois. Hein. J'ai fait une école d'ingénieur du son.
Ça, c'était très chouette. Mais pareil, je suis pas restée très longtemps parce que je n'aime profondément pas le système éducatif, scolaire en France, quoi. Enfin, en tout cas, ça me ressemble pas, ça joue pas sur mes qualités et ça me met pas en valeur, ça me fait me détester, ce qui était vraiment pas le but. Et à chaque fois, je décrochais. Et du coup, j'avais une image très négative de moi. Tu es mauvais élève, tu n'es rien pas, machin et tout. Donc, au début, c'était pas facile. Parce que c'est bizarre. À la fois, j'avais trouvé ma voie. Et à la fois, j'avais pas encore trouvé ma voie. J'avais pas encore été valorisée dans la voie que j'avais choisie. Donc, du coup, je me sentais pas bien encore, quoi. Et en parallèle, tu commençais à faire des petits concerts, t'avais un groupe avec des potes, j'en sais rien. Tout à fait, ouais. Premier groupe à 15 ans. Et plein de concerts, plein de trucs, c'était très chouette. Et ensuite, plein de projets perso, j'écris des chansons depuis toujours, vraiment. Depuis l'école primaire, elles étaient très mauvaises, mais j'ai continué et je m'y suis vraiment, vraiment bien remise vers 14-15 ans. Et là, ça commençait à ressembler plus à quelque chose parce que j'avais compris le système de structure, déjà, d'une chanson qu'il fallait couplet-refrain, pont-refrain, pour que ça ressemble à une chanson et pas juste à une boucle de 10 secondes avec après, des paroles. C'est un concept en soi. C'est un concept, mais peut-être que j'avais inventé un petit peu le système de TikTok avant l'heure. En fait, j'étais TikTokeuse. 10 secondes que les gens vont chanter avec toi et puis le reste n'existe pas. Voilà, c'est ça. TikTokeuse avant l'heure, à 7 ans. Magnifique. Et en termes d'entourage, pour en revenir rapidement au groupe, etc., mais même, je me dis, à tes formations, plutôt des mecs, plutôt des meufs, c'est assez mixte. J'ai commencé avec un groupe de mecs où j'étais vraiment la seule meuf. Et c'était horrible parce qu'ils étaient tous potes entre eux et que moi j'avais l'impression d'être... la fille. Ouais, un peu. Ça allait, ils faisaient des efforts. Ça aurait pu être bien pire que ça, je crois. Mais il y avait quand même un truc. Non, et puis surtout, enfin bref. Moi, ce qui n'allait pas déjà de base, c'est que je sortais avec le bassiste du groupe. Donc vraiment, très mauvaise idée. Parce que, en plus d'être la seule meuf, t'es la copine d'eux, tu vois. Ouais. Donc, bref. Mais non. Ils étaient pas horribles, mais enfin, je trouvais pas du tout ma place, en tout cas. J'étais pas du tout à l'aise dans cette histoire. J'essayais, hein, mais je forçais, quoi. Et plus tard, donc dans mon projet Nala actuel, quand il a fallu trouver des musiciens et musiciennes, j'ai carrément dit... Alors, j'avais un de mes meilleurs amis avec moi qui s'appelle César, qui avait commencé à tout enregistrer avec moi, à tout faire et tout. Oui, donc, il faisait partie du projet. Il faisait partie du projet. Mais il a fallu trouver d'autres personnes. Et je lui ai dit, c'est simple, pour moi, je voudrais que des femmes. Il m'avait dit, ok, trop cool, pas un problème et tout. Et je me souviens d'une anecdote qui m'avait vraiment choquée, c'est qu'au moment où j'ai mis une annonce sur Instagram en disant « Coucou, je cherche une pianiste femme pour mon projet. Si vous en connaissez ou que vous en êtes une vous-même, envoyez-moi un DM. » Et j'avais reçu, je te jure, sans blague, au moins 10 messages de mecs qui m'ont dit « Ah bah moi, je suis pas une fille, mais bon, peut-être que ça pourrait le faire, nanana, tu vois. » Et ou alors des vannes en mode genre, bah moi je peux mettre une perruque, mais je joue peut-être mieux qu'une fille, et blablabla, tu vois. Plein de messages comme ça, quoi. Ça m'étonne tellement pas. Et je m'étais dit, mais c'est fou, qu'est-ce que vous comprenez pas ? Il y a genre un truc dans votre vie qui s'adresse pas à vous, et genre vous vous sentez encore capable de prendre cette place, quoi. Et à l'inverse, t'aurais dit, je cherche un pianiste, t'aurais reçu aucune demande de meuf. Aucune, c'est sûr. Mais parce qu'on se sent pas... Ouais, parce qu'on a du mal. Après, si, pourquoi pas. Après, c'est juste qu'on a tellement moins que... Bref. Oui, ça, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement, mais du podcast de Flore Benguigui, Chercher la femme, qui s'intéresse justement aux femmes dans la musique et beaucoup aux femmes musiciennes. Et à quel point c'est juste une galère de trouver ne serait-ce que des témoignages ou des histoires de musiciennes, et encore plus selon les instruments. Et tu te dis, mais comment ça se fait, en fait, qu'on ait perdu ça ? Ouais. Bah ouais, c'est compliqué, mais comme tout, c'est une histoire de représentation. C'est une histoire de... C'est pour ça que j'ai voulu être actrice de ça, quoi. J'ai dit, je veux des femmes, je veux montrer des femmes sur scène, quoi. C'était important pour moi. Et j'en ai trouvé une.
Mine, que j'embrasse fort, qui aujourd'hui fait plus partie du groupe, mais avec qui j'ai passé plusieurs dates trop chouettes. Et effectivement, moi, ça me changeait tout, quoi. J'avais une proximité émotionnelle totalement différente avec elle que j'aurais pu avoir avec un mec que j'aurais engagé comme ça. C'est sûr, quoi. Il y a un truc qui est juste plus simple, ou moi, en tout cas, c'est plus intuitif, quoi. Et tu parlais un petit peu du projet actuel Nala. Comment est-ce que tu t'es mise justement à produire des contenus sur Internet, commencer à faire aussi des streams, commencer à faire des reprises beaucoup. Après, on passera à tes morceaux originaux, mais voilà, comment ça t'est venu finalement Est-ce que c'était une envie de juste montrer ce que tu fais et ça a pris tout seul, ou t'avais une autre idée derrière la tête? Je crois qu'en fait, depuis que je suis très jeune, j'ai été vraiment biberonnée à YouTube, Dailymotion, machin et tout. À Internet, quoi. À Internet, vraiment. Franchement, j'ai été... Génération Internet, plus. Génération Internet, l'humour Internet, le montage Internet, tu vois, la dynamique Internet, tout me plaisait. Et donc du coup je crois que j'en ai toujours vraiment rêvé, quoi, et je me suis jamais lancée. Enfin, j'ai mis très très longtemps avant de me lancer, et un jour et puis Covid, j'ai plus rien, j'ai plus les concerts, je me fais virer de mes 2 jobs, parce qu'à l'époque j'étais prof de musique le jour et barmaid la nuit. Le bar dans lequel je bossais ferme mais vraiment définitivement, et mon école me dit t'étais la dernière engagée, donc t'es la première virée, et puis de toute façon c'est comme ça, restriction budgétaire. Bon, super. Donc du coup j'ai plus rien. J'ai juste chez moi mon ordinateur, tout mon petit home studio que j'avais rassemblé au fil des années et tout. Donc du coup je me suis dit il y a pas grand chose à faire, et puis tu sais, ça tourne en boucle dans ma tête pendant le confinement, et je sais pas pourquoi à ce moment-là c'était Twitch. C'était le truc où je me suis dit ce serait bien Twitch, parce qu'en fait c'est le réseau social des gens spontanés, tu vois. T'es en direct, donc en fait t'es obligé d'être spontané, t'es obligé d'avoir du rythme, t'es obligé d'avoir du... Puis c'est celui aussi où il y a moins de post-production. Ouais, et puis t'es vachement dans le côté communauté par centre d'intérêt aussi. C'est vrai. Trouve. Et ça, c'est un truc que j'ai compris plus tard. Au début, je pensais pas, tu vois. Et donc, du coup, ça tourne en boucle dans ma tête, et je me dis, mais est-ce que je le fais ou pas? Et en même temps, je connais rien à Twitch. Tu vois, moi, je regardais 3 émissions sur Twitch, je connaissais 2 personnes, enfin, c'était pas ouf, quoi. Et il se trouve que dans mon entourage, j'avais un streamer pro, genre vraiment très connu. Et un jour, je me lance et je mets une story Instagram où je mets est-ce que je me lance sur Twitch? Et il fallait juste, tu vois, genre j'avais la boîte où tu peux mettre un petit mot, sondage, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Le petit sondage, et je dis est-ce que je le fais ou pas? Et le gars qui était streamer de mon entourage est un des rares qui m'a répondu, tu vois. Et tout de suite, dit vas-y. Il m'a dit let's go avec plein de O. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que vraiment... C'est trop bien. Ça m'a... En fait, c'était... Ouais, c'est bête, parce qu'en fait, t'as besoin, tu sais, d'une main tendue de cette industrie. Enfin, moi, j'avais besoin de ça. Mais en fait, à partir du moment où tu poses la question, c'est que t'es intéressé. Sinon, tu te la poserais pas. Ouais. Tu vois. Et le fait d'avoir quelqu'un du milieu qui te dit « Mais viens, t'as ta place », en fait, c'est tout, quoi. C'est là que ça te fait le déclic. Et je pense que si t'avais pas dit « Let's go », peut-être que tu te serais lancé, mais beaucoup plus tard. Ouais. Non, mais c'est sûr que je me serais lancée à un moment donné. Je pense, parce qu'en fait, c'est tellement évident quand on me connaît que j'allais faire ça. C'était... Ouais, non, mais vraiment, quoi. C'est logique, bah ouais, oui, vraiment. Ça me surprend très peu. Donc du coup, j'ai commencé, et puis voilà. Comme tout, tu commences devant 2 personnes, après là, 3. t'es une belle petite communauté, en plus. C'est 9,1 K, un truc comme ça, ouais. C'est ça. Magnifique. Je suis extrêmement reconnaissante. Et du coup, voilà, ça a mis du temps à monter. Et dès que, du coup, que ça a pris un peu, j'ai été démarchée par des grosses marques qui m'ont dit on aimerait bien que tu viennes faire ça pour nous. Et c'est là où j'ai basculé sur YouTube. En fait, pile au moment où ça devenait vraiment sérieux sur Twitch, on m'a débauché pour YouTube. C'est ça qui est un peu marrant, quoi, tu vois. Et là, je me remets seulement sur Twitch, en fait. Parce qu'il faut savoir un truc aussi. Alors ça, c'est vraiment ma leçon d'audace que je dis vraiment en général que à mes amis et tout, parce que vraiment je trouve ça honteux comme comportement, mais bon, il y a un moment j'en avais tellement envie qu'il fallait le faire.
c'est que quand je commence Twitch, évidemment, j'y connais rien en audiovisuel. C'est mon frère qui m'a fait tous les branchements et les trucs et tout, et trop sympa d'ailleurs, je l'embrasse trop, Thomas, c'est vraiment grâce à lui que tout ça s'est produit. Et quand la marque qui m'a démarché, c'était Thomann, et quand Thomann, vraiment plus gros magasin de musique d'Europe, quoi. Et quand ils m'ont démarché, ils m'ont dit hey, tu veux faire des vidéos sur YouTube, tu sais faire une vidéo, enfin genre tu sais faire du montage et tout, tu connais tout ça? T'as fait ouais, bien sûr. J'ai dit oui. J'ai dit mais oui. Bien sûr, mais vraiment, mais tu sais, genre sans sourciller, quoi. Ouais. J'étais là, genre, youtubeuse professionnelle? Oui, je signe où? Dites-moi. Et je n'avais... mais comme tout le monde, après, en fait, quand t'es un internet kid, comme je disais... Tu sais faire des trucs de base. Non, mais le concept du montage, et tu l'as fait sur Instagram, tu l'as fait aussi TikTok, sur du son, en fait. Enfin, tu ouais, vois, c'est le même fonctionnement. Moi, quand j'ai commencé à faire du montage pour le podcast, j'étais en mode, oh, c'est comme la vidéo. Oui, t'as pas des effets à rajouter, et ta tête à voir, c'est ta voix que tu dois gérer. Ouais. Et les blancs, et les coupures pas ouf, et les petits sons parasites, mais en fait, c'est la même logique. Après, si tu veux des trucs plus poussés, bah, tu te renseignes. Ouais. Mais pour après, c'est vrai que la vidéo, il y a quand même tout un truc supplémentaire de les zooms, les dézooms, les textes à l'image, les trucs, les images que t'importes. C'est After Effects que tu fais à droite à gauche. Oula, alors là, faut pas trop m'en demander non plus. Mais donc voilà, j'ai dit oui, et en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, j'avais un copain qui était monteur. Il m'a dit je te monte une vidéo et après tu te démerdes. Donc du coup... Ouais, t'as su, encore une fois, t'entourer des bonnes personnes et solliciter leur aide, quoi. Enfin, m'entourer des bonnes personnes, c'est un peu le hasard de la vie. Hein. Moi, en soi, je pense que mes amis, même si tu les choisis pas en disant toi tu seras mon copain, toi pas, il y a quand même ce truc de... Tu t'entoures de personnes qui ont des centres d'intérêt communs avec toi. Non, c'est vrai, t'as raison. Même si c'est un hasard, ça reste quand même... Enfin, s'il reste ou pas, c'est un choix de ta part. Non, mais le fait d'avoir un pote qui soit un gros streamer, ça, c'est du hasard. Mais le fait qu'il stream, c'est pas du hasard, tu vois, c'est plus... Oui, non, t'as raison. Effectivement. C'est des caractères qui fonctionnent bien ensemble. Ouais. Meuf, musique, attention, Internet... Ça veut dire aussi, un accueil, je pense que t'as commencé à avoir... on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur par rapport aux critiques reçues, des messages sur ton physique, sur ta musique. Est-ce que ça a été au début ou comment ça s'est passé, tout simplement? Je vais essayer de pas être langue de bois, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment y aller franco dans ce discours-là, mais en vrai, Internet, c'est une jungle, c'est un truc. Je savais ce que j'allais me prendre dans la gueule. Et je savais à quoi m'attendre, et en plus ça va justement quand t'es un internet kid, normalement t'as un peu de second degré, tu sais ce que c'est qu'un troll, tu sais que il y a des mécaniques que tu comprends, tu vois. Et une fois j'ai eu un commentaire où vraiment j'ai passé 2-3 jours dans le noir et j'allais très mal parce que c'est vraiment des menaces de mort, c'est vraiment des trucs plus graves où vraiment le mec me disait qu'il aurait bien aimé me brûler vive. Donc c'est ça que j'ai reçu en commentaire en dessous d'une cover de Dua Lipa. Enfin non, je chantais du Nirvana mais dans le style de Dua Lipa, enfin bref tu vois. Sacrilège. Attention, tu touches, il faut pas toucher. Et là le mec m'écrit heureusement qu'on est plus au Moyen-Âge, sinon je t'aurais brûlé vive. Donc j'ai commencé un peu à flipper parce que tu sais, tu te fais des films, tu te dis mais il est où ce mec, il habite où, est-ce qu'il me connaît, sur internet, donc à partir de là il y a aussi plein d'infos de ta vie privée qui sont accessibles, à partir du moment où tu gagnes un peu de notoriété. J'ai un peu flippé et tout. Et puis le 3e jour j'ai trouvé un filtre Instagram qui faisait des flammes. Et en fait, je me suis dit, je vais faire une espèce de danse de la joie dans ces flammes et mettre son commentaire au-dessus. Et en fait, ça a été la vanne qui m'a fait aller mieux, quoi. J'ai fait ma petite vanne avec mon grand sourire en mode pop, 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 dans les flammes comme ça, là. Et vraiment, tout le monde m'a fait, c'est super drôle et tout. Tu gères trop bien les commentaires négatifs. Et j'étais là en mode genre, ils savent pas que j'ai passé 3 journées dans le noir. Mais au moins... Allez, je passe à autre chose, quoi, tu vois. Surtout que tant que tu t'es pas pris un commentaire négatif, comme ça, tu peux pas savoir comment tu vas vraiment réagir. T'as beau avoir de la distance. Moi, je me suis pris mon premier va te suicider cette année. Oh yes. C'était très sympa. Pour le taf, en plus, même pas... Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que je fais aussi, speakerine pour des vidéos pour mon taf. Okay. Et j'ai eu le malheur de parler d'écologie.
Ah, moi c'était pour du féminisme. Bon, ok, dis donc, c'est surprenant comme thématique. Ouais, tu vois. Et le gars, c'était en mode non, mais de toute façon, à partir du moment où on vit, on pollue, du coup, tu devrais te suicider. Et là, j'étais bah bonjour. Ouais. En fait, non, on ne dit pas ça, même des inconnus, des gens de ta famille. Enfin, tu dis ça à personne. Donc, mais en plus, c'est pas ok. Putain, mais c'est vraiment des gens déconnectés, quoi. Tu sais, ils disent ça. Et ils disent ouais mais non mais je disais pas ça méchamment, non mais tu devrais te suicider parce qu'en fait c'était juste pour démontrer ma logique et tout, mais ta gueule en fait, il y a une personne en face de toi quoi, Et puis en fait moi ce qui m'a agacée c'était, tu vois tu dis que t'as passé 3 jours vraiment mal suite à ce message, moi sur le coup j'étais extrêmement énervée et sous le choc parce que ça reste quand même une menace quoi. Et je me dire, ce gars, lui, là, il est peut-être en train de boire son petit café tranquille et vivre sa journée, il s'en fout. Et en fait, c'est à lui de se sentir mal. C'est ouf d'en arriver à ça, quoi. Je sais aussi que t'avais fait un petit reel sur le fait que les gens trouvent que tu ne parles pas comme tu devrais en tant que chanteuse de jazz. Je fais très attention. Tu fais pas assez Jessica Rabbit pour eux. Franchement, je fais très attention quand j'enregistre des podcasts, mais en vrai, j'avoue, des fois, j'ai un gros accent parisien, j'ai un gros... Tu vois, et puis même... Non, mais juste... pardon, mais t'as 28 ans. Ouais. T'habites Paris. Tu parles genre juste oui je suis produit de mon environnement façon, tu vois non mais tu vas pas t'amuser à parler non et je me travestis pas et je pense que au final c'est ce qui fera ma force parce que les gens qui me voient en live sur Twitch ils voient que je triche pas et que je... T'as eu des commentaires aussi sur ton physique? Oui, non, pas trop. Beaucoup de simp. Tu vois, beaucoup de gens qui viennent dans tes DM et qui sont très... et tout. Ça, faut savoir gérer, tu vois. C'est-à-dire pas être trop méchante et les rembarrer méga violemment, mais pas non plus leur donner de l'intérêt parce que c'est compliqué après à gérer. Tu vois, j'ai eu des gars qui ont fait de petites obsessions, quoi, et qui m'ont... Qui m'écrivaient, qui m'appelaient tous les jours, des trucs où vraiment j'ai encore rêvé de toi cette nuit, il s'est passé ça, il faut que je t'appelle pour te le dire et machin, et t'es là genre mais je ne te connais pas mec, vraiment genre c'est fou, ça fait 3 mois que ça dure et ça ne change pas. Du chantage au suicide aussi, tu vois, en mode genre mais si tu m'aimeras jamais, ça sert à rien que je vive donc je vais me suicider, et t'es là genre ouais mais pourquoi tu me dis ça? Vraiment, on ne se connaît pas toujours, même problématique. Et en fait, là c'est un seuil où je me suis dit, ok, là c'est un peu grave, mais j'ai quand même une forme de responsabilité. Enfin, que je le veuille ou non, c'est un peu dur, mais c'est vrai. Et let's go. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai essayé d'avoir le message le plus neutre possible. Mais je lui ai dit, tu appelles ce numéro, c'est le numéro de SOS Amitié, et tu les appelles, tu leur parles, c'est hyper important. Oui, t'es en train de te construire une relation avec une personne, une relation parasociale. Mais voilà, c'est ça, tu vois. Un truc hyper poussé. Mais par contre, ne m'écris plus, ça n'est pas bon pour toi, salut quoi. Donc un peu violent, mais... T'en as parlé autour de toi? Mais personne de mon entourage comprenait vraiment, en fait. Ça a mis longtemps avant que je trouve des interlocuteurs qui comprenaient. Mais je racontais ça à mes amis de l'époque, ils comprenaient pas du tout, mais vraiment pas quoi. Je disais bah oui non mais ça va, tu le connais pas, t'éteins ton téléphone, c'est terminé, tu vois. Je disais mais non. Puis le mec m'a fait croire en plus qu'il était passé à l'acte pendant des mois, tu vois. Et après il est revenu en se faisant passer pour des proches à lui à l'hôpital. Il y avait tout un storytelling et tout. Enfin c'est des gens qui sont un peu mi-érotomanes, mi-mythomanes, enfin tu vois genre à partir du moment où tu es sur internet et que tu existes publiquement, il y a un risque pour que des gens ça je trouve que la parole des streameuses notamment c'est de plus en plus libérée aussi là-dessus. Sur le fait de subir ce harcèlement là au quotidien, d'avoir des gars obsédés en fait. T'es passé par internet et par tes concerts de ton côté. T'as eu envie de signer dans un label à un moment, de rentrer plus dans l'industrie musicale classique? Ouais, bien sûr, j'ai eu envie. Une fois, j'ai été contactée par Universal qui m'a dit « Ah, c'est sympa, on a vu tes chansons, on peut en écouter plus et tout, super. » Puis au moment où il fallait parler sérieusement, ils m'ont dit « Super, tu reviens nous voir quand t'auras 100 000 abonnés. » Et j'étais là genre « Bah, du coup, à quoi vous servez? Parce que quand j'aurai 100 000 abonnés, je pourrais fonctionner sans vous, quoi. » Et donc voilà, aujourd'hui ils se mouillent plus du tout, donc soit ils ont des connexions en commun, machin, t'es un peu fille de tout ça, il y a un filon, ils veulent te développer parce que c'est un deal d'image notamment, soit ça sert à rien, soit ils ramassent les gens qui ont déjà compris comment faire pour rassembler une fanbase.
Enfin, en tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai. Il y a pas mal aujourd'hui. d'influenceurs aujourd'hui qui sont signés en label ou qui sont juste poussés et vachement mis en avant par Spotify, tout simplement. Mais c'est juste, c'est pas la qualité de la musique derrière qui est poussée, même si ça veut pas dire que c'est des mauvais sons, hein, loin de là. Ouais, mais je pense que ça a toujours existé. Et ça me chagrine pas tant que ça, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, même à l'époque, les comédiennes, tu vois, les actrices, elles allaient chanter, quoi. Et c'était pas extraordinaire, mais même les Isabelle Adjani, les Brigitte Bardot, tu vois. Et en fait, tu les écoutais parce que tu les avais vues à l'écran, tu savais qu'elles étaient belles, et en fait, elles représentent quelque chose que t'as envie de suivre, que t'as envie d'écouter. Donc, je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de se faire de l'argent là-dessus, vu que ça va dans les deux sens. Il y a une offre, il y a une demande, tu vois. Aujourd'hui, on a besoin que les fanbases soient déjà là, et pour ça, il faut savoir être malin. Et en fait, évidemment, je confierais plus de budget à quelqu'un qui est malin, que j'ai déjà vu travailler, qui sait déjà produire du contenu en solo, parce qu'en fait, c'est juste... d'accord, plus rentable, mais aussi une question de confiance, en fait, tu vois. Une question de... Puis si t'en as vraiment envie, tu trouves un moyen. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui... J'en ai vu plein, surtout ces dernières semaines, là, mais qui se plaignent en disant « Mais moi, c'est pas juste, je suis tellement un bon musicien, je suis tellement plus méritant qu'un tel, qu'une Angèle, qu'une machin. » Puis surtout des meufs en général, c'est les mecs qui se plaignent des meufs, un régal, elles quoi. toute la place. Elles prennent toute la place. Elles sont partout. Et en fait, j'ai envie de leur dire, mais t'as beau dire que t'en as envie et tout, c'est pas vrai. Fais les choses pour tu sais quoi, à chaque fois je leur dis bah ouais, mais regarde, moi j'ai fait Twitch. Ils me disent ah ouais, mais non, mais ça c'est super difficile de faire ça devant sa cam. Et j'ai envie de lui dire mais mec, mais qu'est-ce qui est super difficile? T'allumes ta cam, tu te mets, tu le fais, en fait, tu vois. C'est se diversifier en fait aujourd'hui. Ouais, tu peux pas passer à côté, quoi. Même les influenceuses, quoi, elles ont super mauvaise réputation, alors que ce qu'elles font, il faut vraiment des couilles pour le faire. Mais quoi. bien sûr. Et il y a vraiment ce truc de mais pourquoi on va aller rabaisser des gens qui ont trouvé un moyen intelligent de percer et de faire de la musique. Ok, c'est pas le même que celui d'il y a 50 ans, mais c'est un moyen qui est quand même un moyen où il faut avoir travaillé dur, où il faut avoir des idées, où là, t'es sur de la création de contenu pur. C'est pour ça que tout à l'heure, j'utilisais plutôt le terme d'influenceur. Tu vois, pour moi, il y a un peu les deux. Dans le milieu, c'est que t'as des gens, c'est des créateurs, des créatrices de contenu. Ils font des choses. Et juste, c'est des entrepreneurs, c'est tout ce que tu veux. Que t'aimes ou t'aimes pas, peu importe, en fait, ils font. Et puis, t'as ceux qui plus profitent des occasions et influencent parce qu'ils ont, en fait, effectivement fédéré des gens autour d'eux, autour de leur personnalité. Mais derrière, ils sont pas là dans une vocation de créer, mais plus une vocation de... par exemple de reconnaissance, d'être connu, ce qui se comprend aussi en fait. Enfin, tu vois, c'est simplement par rapport à une industrie qui justement a de plus en plus d'artistes qui balancent des sons en permanence. Il faut faire des promos tout le temps. Et en fait, le laps de temps, il est hyper court pour tout de suite marquer les esprits et c'est pour ça qu'on capitalise autant sur une audience. Tu te dis, c'est un peu dommage juste que ça continue d'aller encore plus dans ce sens-là. Alors que ça pourrait aussi se concentrer, tu vois, dans la création de contenu. Il y a des gens qui créent pour créer. T'en as qui vont le faire dans le volume, il y en a qui vont le faire dans la qualité, il y en a qui font dans les deux. Et je trouve que la répartition et le traitement n'est pas toujours le même entre différentes typologies de créateurs. Mais c'est le public qui choisit aussi. Bien sûr. Il y a de l'orientation, et évidemment, il y a de la sponsorisation de contenu à droite, à gauche, il y a des faux streams, il y a des faux abonnés et tout, je comprends. Et en même temps, quand une idée est bonne, elle explose. Et quand une idée est bonne, elle est bonne en fait. Et là, tu peux pas dire « Ouais, mais pas méritant ». Bah si. En fait, il a fait sa vidéo et... Moi, il y avait une vidéo qui avait vraiment pété, où je racontais en interview comment j'avais découvert le jazz. Voilà, tu vois, un peu, voilà. Et je le racontais de manière un peu marrante. Je disais... et je le mimais un peu, tu vois. J'arrive au concert avec ma mère, c'est comme ça, c'est concert de merde. Ouais, tu vois. Et en fait, le truc a bien marché, je pense, parce que il y a de la spontanéité, mais c'est peut-être des skills, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est des cours de théâtre que j'ai pris, tu vois, en fait c'est... raconter une histoire en fait. C'est ça, tu vois, il y a du storytelling, et ça aujourd'hui les gens ils disent bah ouais, mais ça va, elle a juste parlé dans un micro, et c'est pour ça que
je persiste enfin, j'essaie de rester vraiment bienveillante avec les influenceuses et les influenceurs, parce que même quand il n'y a pas de talent créateur derrière, il y a forcément une forme d'intelligence, que ce soit dans le montage, dans les idées, dans le storytelling, ou des fois même dans la danse, leur manière de bouger et tout, c'est pas si facile que ça. Hein. Ou émotionnel aussi, parce que tu vois, quand tu prends l'exemple de la vidéo où justement tu racontes cette anecdote, il y a le côté, je peux m'identifier à toi en fait quand je la vois la vidéo, parce que je la vois, l'ado bougonne qui est en mode oh non, vas-y, ma mère elle fait chier, faut encore que je retourne. Enfin, tu vois, ce côté-là, on l'a tous traversé. Donc t'as un côté d'identification, et en fait, que tu retrouves plus largement dans l'art et la création, qui est de... À partir du moment où toi, de façon sincère, t'as mis quelque chose qui te parle, en fait, ça va forcément parler à au moins une personne. Ouais, non, c'est sûr. Ça marche. Ouais. Donc d'ailleurs, là-dessus, t'as fait... On parlait des reprises tout à l'heure, t'as fait pas mal de reprises, plein de sons différents. T'as aussi sorti Newspaper en septembre. Oui. Years have passed, sometimes I was reminiscing about you and I. But today you broke my heart in half a second. When I read the newspaper. Comment est-ce que tu envisages maintenant ta production de sons, de chansons qui te sont propres? Est-ce que, tu vois, pour ça, tu te fais accompagner? Est-ce que tu fais tout toute seule? Est-ce que t'as envie de lancer un album? Ça fait beaucoup de questions d'un coup, tu vois. J'essaie de faire le plus possible toute seule. C'est-à-dire que je pousse ma démo au max. Il y a toutes les... Je compose toutes les parties. Okay. Et quand tout est terminé, je vais en studio pour réenregistrer les voix de manière plus professionnelle, parce que dans ma chambre, il y a des petites interférences de trucs, de machin, la pièce qui est pas forcément bien traitée pour la voix, machin. J'essaie de faire un truc genre gigapo, donc je vais en studio. Et là, je peux peaufiner 2-3 petits trucs avec le reste de l'équipe et réenregistrer des trucs si c'était pas parfait ou machin et tout. Mais j'arrive avec une vision que j'essaie de préserver le plus possible, quoi. De montrer, voilà, moi, ma chanson, elle est comme ça dans ma tête, quoi, tu vois. Ouais. Et ouais, après, voilà, je vais essayer de sortir le plus de chansons possible. Là, je sors, du coup, enfin... toutes ces chansons et une petite exclue en plus, là, le 19 janvier, dans un EP qui s'appelle Roads and Roses. Donc le Rhodes, c'est l'instrument que j'utilise sur la plupart de mes chansons. Et des roses, clairement des fleurs, quoi. Des fleurs un peu romantiques. Non, roses, pas du tout. Vraiment, genre des fleurs. L'image me paraissait charmante. Et donc du coup voilà, enfin un premier EP, un objet un peu physique, enfin un rassemblement, un corpus de chansons. Et ensuite je vais essayer d'en sortir des singles au printemps. Okay. Des singles, ça y est, enfin un peu plus joyeux, parce que je suis dans ma happy era. Ça y est, je m'en suis sortie des chansons un peu tristounes. Là, j'ai plus de bonne humeur dans ma besace. Ouais, t'arrives à être inspirée aussi. Ouais, enfin. Ça va. Parce que c'était, je crois, Silly Boy Blue. J'avais écouté une de ses interviews et elle, c'était clairement... parlons rupture. Ouais. Et comment tu te fais briser le cœur, mais ça lui avait donné tellement de chansons différentes. Et c'est vrai, quand on présente un peu l'inspiration pour des textes, on va souvent te dire, faut qu'on t'ait roulé dessus pour que t'aies des idées. Ouais. Mais en fait, tu peux très bien écrire quand ça va. Et et ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre et à savoir faire de manière intéressante, je pense. Ce cher Stevie Wonder m'a beaucoup aidé, car... Je me demandais quand est-ce que t'allais le citer. C'était sûr. Je suis beaucoup trop fan de lui. M'a beaucoup aidé parce que c'est quelqu'un de très pacifique et de très spirituel. Et en fait, il écrit beaucoup de chansons sur... l'amour heureux, la bienveillance, la famille, le monde, voilà. Et j'ai eu de la chance, j'ai un truc qui a tout débloqué, parce que j'étais vraiment dans une spirale de trucs un peu tristounes, et une de mes meilleures amies a eu un bébé. Et alors ça, en termes de joie, il n'y a pas grand chose d'égalable. Actuellement, c'est une de mes plus grandes sources de joie, de juste penser à ce petit bébé et de me dire, genre,
je vis beaucoup par procuration, je crois, parce que moi, j'ai pas du tout envie d'avoir d'enfant. Mais lui, pour déjà, elle a fait le plus bel enfant du monde. Vraiment, il y a pas de conteste. On sent l'objectif. Ouais, vraiment très objectif. Mais ouais, c'était très inspirant et l'idée... J'ai écrit cette chanson le jour de sa naissance, quoi. Et après, j'ai été lui chanter, genre, alors qu'il avait genre quelques jours, tu vois. Et je me suis dit, mais ça, si ça fait pas une chanson, je sais pas ce que c'est, tu vois. Et elle m'a poussée, elle m'a dit, tu veux pas la finir là, il faut la faire là, celle-là, je l'aime bien, quoi, tu vois. Je veux que mon enfant soit une star. Ouais. Vas-y. Bah, elle a bien raison. Et donc, du coup, c'est beau, en vrai. je l'ai bientôt terminée, donc j'aimerais bien la sortir au printemps parce que ce serait vraiment une chanson un peu plus joyeuse, mais toujours un peu pop jazz, quoi. Toujours un peu... ta signature, en fait, parce que même, tu vois, je parlais de tes reprises tout à l'heure, mais tu te les appropries tellement, enfin, on sait que c'est toi, tu vois, il n'y a pas de doute. Ah, bah, je trouve. Mais c'est gentil. Bah ouais, mais ça, c'est la voix, en fait. C'est le truc où tu peux tellement pas tricher que... La voix, même, je trouve, en termes de rythme, tu vois, on a ouvert sur ta reprise, du coup, de Toute seule de Laurie. Ouais. Bah, en fait... T'as changé le rythme, t'as changé la vitesse de certaines phrases, tu t'es appesanti sur certains mots, au contraire, il y en a d'autres que t'as mis en avant. Ouais. Ça a rien à voir avec la version originale. En fait, tu pourrais chanter un autre texte. Ouais. Moi, je t'écoute, tu vois. Je me rends pas compte que c'est la même chose. Parce que tu te l'es vraiment réapproprié. Ouais. Je suis honorée, vraiment. Voilà. J'ai mis très longtemps avant de trouver qui j'étais, moi. Tu vois, genre de trouver mon style. Musical, de trouver mon style vestimentaire, de trouver mon style... Enfin bref. Et encore, ça change tous les 6 mois, vraiment. C'est normal. Mais, et c'est pour ça que maintenant que j'ai un peu trouvé mon timbre vocal, mon truc et tout, et même les qualités d'accords, c'est comme ça qu'on dit en musique, les couleurs, on va dire, tu vois, que du coup, quand je me mets à un piano, je joue vraiment tout le temps les mêmes couleurs, tout le temps les mêmes trucs. Donc, c'est des automatismes. Et quand tu vas me dire une chanson, je peux te la rejouer, mais tout de suite avec mes accords à moi, quoi, tu vois. C'est pas que je sais faire que ça, mais c'est ce qu'il y a de plus facile aussi. Tu vois, j'essaie de toujours être la plus spontanée et intuitive possible, parce que... Plus fidèle à toi-même, en fait. Ouais, il y a beaucoup de gens qui intellectualisent la musique, et je crois que ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qui... selon toi, t'as aidé à te trouver justement et à trouver que ce soit cette voix, mais aussi finalement un peu toi-même? Moi, je dirais que c'est beaucoup Twitch, c'est beaucoup le fait d'être en permanence devant la caméra, et puis mes amis, quoi. Moi, c'est les autres qui m'ont dit ça c'est toi, ça c'est pas toi, quoi. Enfin, j'avais tellement envie d'être tout à la fois. C'est le temps et les amis, ouais. Je dirais, mais je suis pas certaine encore, quoi. Tout peut changer d'ici demain. C'est beau. Écoute, on arrive bientôt à la fin du podcast. J'en profite parce que t'as drop l'EP, du coup, le 19 janvier. Tout à fait. Attends, j'ai pris mes petites notes sur tes concerts à venir. Ah, parce qu'il y a quand même histoire d'en profiter. Donc, le 12 janvier, t'es chez Louloute à Paris. Oui. Je mettrai tout de toute façon dans les notes du podcast. Le 24 janvier toujours, cette fois-ci tu seras au Doc 40 à Lyon. Et le 30 janvier, tu seras pas n'importe où, au New Morning à Paris. Une Très salle stylé, de rêve pour moi. C'est la première fois ou pas du tout C'est la première fois sur scène, ouais. Parce que j'ai vu beaucoup de concerts là-bas. Et c'est une salle avec énormément de concerts de jazz, tout simplement, à Paris. Jazz, soul, R&B, pop, funk, tout à fait. Et c'est une première partie, mais c'est déjà ça. Je suis contente. Je suis très très contente même. Qu'est-ce que tu te souhaites là pour cette année? Parce qu'en plus on est au début d'année, j'en profite. Je me souhaite de réussir à trouver un peu de stabilité, parce que en ce moment c'est pas très stable, financièrement notamment. Ça c'est vraiment le fardeau. On n'en a pas parlé plus que ça, mais le fardeau des compliqué. des musiciens. Bah, t'es quoi, t'es intermittente du spectacle? T'as un statut? Pas du tout. Je suis auto-entrepreneuse. Madame, excusez-moi. Je voulais pas vous mettre avec les saltimbanques. Si, tout à fait.
mais parce que je fais des vidéos, du montage, Oui, du comme truc, tu te dans fais tous les rémunérer sens, aussi tu pour vois. ça, et De la voix off, du truc, de la musique sur mesure pour des films, de trucs, bref. Ouais, tu tu vois. fais aussi la production Ouais. pour d'autres Ouais. projets que les tiens. Le but étant, bien sûr, très vite de devenir intermittent du spectacle avec des dates. Donc, ouais, je me souhaite de devenir intermittente du spectacle avec plein de concerts. Je me souhaite de faire plein de concerts. J'ai envie de chanter tout le temps, partout, devant plein de gens. C'est vraiment mon rêve. Tu sais, une grande salle. Mon rêve, c'est l'Olympia. J'en parle vraiment chaque seconde de ma vie. Sinon, je meurs. Olympia. Ouais, vraiment. Ouais, mais ça se comprend. Et l'Olympia, ouais, 2000 personnes là devant toi là qui te connaissent, qui chantent un peu tes paroles et tout. Waouh. Moi, la motivation, c'est vraiment. Alors, je pense que tu vois, parce que je pense que les créatifs, les artistes savent. Il y a des gens qui trouvent ça un peu absurde quand je raconte ça, mais je pense qu'en général, ça passe l'idée quand même. C'est. T'as déjà vu un concert dans un stade? Et est-ce que tu vois ce moment où la star, on va dire, tu vois, arrive sur scène? Il y a une espèce de frisson qui parcourt genre 80 000 personnes en même temps. Et ça, c'est fou, je crois. C'est-à-dire qu'être autant de personnes au même endroit à ressentir la même chose exactement, c'est vraiment ce sentiment de fédération, quoi, tu vois. Ouais. Moi, ça me bouleverse, mais vraiment, quoi. Moi, ça me fait instantanément pleurer, d'ailleurs. Mon corps est très réceptif à ça, tu vois. Et de me dire waouh, mais en fait c'est fou d'être connecté à ce point, quoi, parce qu'on passe notre vie dans la rue, tout le monde pense à quelque chose d'autre, personne se regarde, personne s'écoute, on s'en fout. Sur les réseaux c'est pareil, c'est la jungle et tout. Là on est tous dans la même salle, on regarde tous dans la même direction et on est tous waouh devant la même personne, et il y a toujours un moment où on chante les mêmes paroles en même temps. C'est une secte, le truc, tu vois. Tu sais que c'est drôle parce que je vois très bien ce que tu veux dire dans les concerts, mais moi je l'ai aussi dans les manifs. Ah, c'est marrant, mais ça. Parce qu'il y a le côté, t'as une colère commune. Ouais. T'as ce truc de. On est tous là pour les mêmes raisons, généralement pour un sentiment d'injustice qui est très fort. Ouais. Mais tout le monde se serre les coudes et on est tous ensemble et on avance. Et notamment les manifestations féministes, en fait. Ouais. C'est là où je trouve que ça ressort le plus. Tout le monde se met à chanter les mêmes chansons. Ouais. Il y en a une d'un coup qui va te lancer, elle va se mettre à scander un truc. T'as tout le monde qui va reprendre alors qu'on connaît pas cette personne et qu'on ne sait pas ce qu'elle va raconter. Parler de regarder dans une même direction, la tendance. Vers un même but, tous ensemble. Et c'est trop beau, c'est hyper transposé. Waouh. Ouais. Après, je veux faire ce métier-là depuis que j'ai 5 ans, donc du coup, la personne sur scène qui a réussi, qui m'inspire, qui est là, qui est. Puis quand c'est Beyoncé, en plus, elle est. Il y a tout, quoi. Il y a les années de souvenirs que tu as emmagasinés, de trucs et tout. Et là, il y a 80 000 personnes qui crient en mode genre. Waouh, on est dans la même pièce que Beyoncé, tu vois. Alors bon, c'est un stade, c'est une très grande pièce. Mais t'as un show en plus. Oui. Qui joue et du coup qui garde ce que tu dis, l'espèce d'électricité là, mais tout le long, quoi. Et puis, c'est rassemblé. Je pense que c'est un peu... j'en fais pas mon fer de lance de je suis là pour fédérer les humains, paix sur la terre. Tu vois, je suis pas Bob Marley ni Stevie Wonder. Mais dans le fond, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai envie de rassembler beaucoup de monde et de leur chanter mes chansons pour qu'ils soient ensemble au même endroit et pas en train de se foutre sur la gueule. Truc. J'ai une toute dernière question pour toi que j'aime bien poser pour clore le podcast. Est-ce que tu aurais un conseil parmi les myriades de conseils que tu pourrais avoir, un conseil pour plutôt une meuf, qui a envie de se lancer dans la musique? Ouais, grave. Un seul conseil. Ouais. Qui ne soit pas sarcastique. Oh là là, c'est dur. En fait, le truc qui est le plus important, je pense, c'est de jamais se comparer. Moi, c'est mon struggle de tous les jours, quoi. C'est, je me compare à la carrière. Ah bah elle a buzzé là-dessus, elle a fait ci, elle a fait ça. Reste vraiment focus sur toi, tes objectifs, tes ambitions. Et laisse personne te dire que c'est de la merde. D'autant plus qu'entre meufs, on nous apprend à être toujours en compétition. On te fait croire qu'il n'y a pas assez de place pour toutes les meufs, alors que, encore une fois, si t'as une bonne idée, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il y a de la place. Et en fait, une meuf dont t'es jalouse, ça trigger juste un truc chez toi qui est que t'aimerais t'en inspirer. Donc plutôt que de l'avoir comme une concurrente, voilà, comme une source d'inspiration, et serrez-vous les coudes et va lui écrire en mode meuf, est-ce que tu peux me donner tes conseils? Ah ouais, ça c'est très audacieux, effectivement. Je me dis que, tu vois,
alors à moindre échelle, moi pour le podcast, j'invite des gens dont j'aime le travail en fait, dont j'aime la personnalité, en tout cas ce qu'elle dégage. Et derrière, je vais pas dire coucou, as-tu des conseils, mais plus parler ensemble d'une démarche, de comment ça marche. Je trouve que c'est hyper inspirant et il y a toujours des bonnes choses à prendre. Et si ces personnes elles réussissent derrière, ou plus vite ou entre gros guillemets mieux que moi, en fait je suis grave contente pour ces personnes. Et jamais mal parler des gens, ça pour moi c'est hyper important. Pardon aux influenceurs que j'ai un petit peu taillé tout à l'heure, mais pour le coup je le pense. Jamais parler mal des autres artistes qui font le même travail que toi, parce que tu pourrais te retrouver un jour à faire un featuring avec eux et tu te retrouverais vraiment très con d'avoir dit certaines choses. Donc jamais parler mal des gens. Ça se sait très vite. Tout se sait dans ce milieu. Donc vraiment, juste ne parle pas quand tu aimes pas et parle beaucoup quand tu aimes. Voilà. Ah, c'est ça mon conseil, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux que le premier, qui était très confus. Il sonne bien. Ouais. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Nella. Mais de rien, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était très chouette. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous le disais en intro, allez streamer les sons de Nalla, allez la voir en concert, suivez ses lives sur Twitch. Perso, j'adore sa musique et en plus, elle partage très bien sa passion. Et de mon côté, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner au Clo-Clo Club, à le partager autour de vous, à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify, et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club sur Insta, Threads, TikTok. J'y partage plein de contenus annexes au podcast, et notamment un atelier d'écriture qui devrait se lancer très prochainement. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!